ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les rouges et noirs. Bienvenue dans le lundi, c'est Rosie. Rennes dominée de la tête et des épaules par Lyon. Hier, les Gaunes étaient supérieurs et les rêves de Ligue des Champions du Stade Rennais se dissipent. On revient sur ce match, sur la défense rennaise qui a pris l'eau avec les performances individuelles des joueurs également dans les tops et les flops. On parlera également du carton jaune reçu par Brice Samba. Était-ce une erreur de l'arbitre Clément Turpin? Le club doit-il faire appel de sa suspension au Vélodrome à la dernière journée? On se posera ces questions ainsi que celles du choix d'un jeune gardien en numéro 2. C'est un choix qui a été fait cet hiver par le club avant de parler en fin d'émission de la réception capitale du Paris FC dimanche au Roazhon Park. Le lundi, c'est Rosie, la 108e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Salut tout le monde, j'espère que vous n'avez pas trop la gueule de bois après cette défaite du côté de Lyon hier. Moi je vous avoue que ça tire un peu. Je suis rentré de Lyon il y a 2 heures à peu près pour vous offrir cette émission avec tous nos intervenants. Nos 2 experts sont là, vrais experts là. On a du technicien avec Pierre-Yves David, l'entraîneur du Lamballe FC. Salut Pierre-Yves. Bonsoir François, bonsoir à tous. Comment ça va ? Très bien ma foi, en bonne compagnie, donc tout va bien. Toujours bien accompagné parce qu'en plus à côté de vous il y a Landry Chauvin, un autre grand technicien, ancien entraîneur de Ligue 1, ancien directeur du centre de formation. Comment ça va Landry ? Ça va très bien et je retrouve Pierre-Yves, on a été champion de France universitaire ensemble. Ah bon ? Je savais pas ça. Oui, en 87. Sur le terrain tous les deux. Exactement. Vous jouez quel poste Landry ? J'étais milieu de terrain à ce moment-là. Ouais. Vous étiez quoi ? Parce que je sais que vous avez un peu... C'est notre avant-centre. Avant-centre, oui, mais d'accord. À l'époque. À l'époque, À l'époque, parce que derrière vous avez... C'est notre buteur. Ouais. Mais vous avez continué à mettre des buts, même derrière. Hein. Les coups de Régulièrement. casque de Pierre-Yves David. Voilà. La tête restait mon meilleur pied. Ouais. Pierre-Yves David, excellent défenseur dans la suite de sa carrière, après avoir été un bon attaquant. Nos supporters, notre abonné Tribune Mordel, Jean-Marie est là. Salut Jean-Marie. Salut François. Comment ça va ? Ça va, moyen quand même. Ouais, moyen. Hein. Toujours. La semaine démarre mal après c'est toujours les lendemains de défaite, c'est toujours compliqué. Du Stade Rennais. Manon, notre supportrice est là. Salut Manon. Salut François, bonsoir à tous. Pareil que Jean-Marie. Oui, forcément, ça aurait été mieux avec une victoire ou même un bon match nul. Ouais, un petit match nul, ça aurait été quand même intéressant. Effectivement, ça nous aurait gardé dans la course pour la Ligue des Champions de manière assez nette. Est-ce que le Stade Rennais est encore dans cette course-là ? C'est pas certain. On en parlera dans cette émission. On va d'abord se refaire le match, le résumé de ce match un peu dingue du côté du Parc OL hier avec les commentaires des buts, les commentaires en direct ici Armorique. C'était avec Flavien Tell, l'ancien milieu du Stade Rennais, qui était à mes côtés au micro. On écoute ça et on débriefe le match juste après. Avec Esteban Lepol qui s'est déporté sur le côté droit, l'ouverture d'Esteban Lepol vers le deuxième poteau, c'est bien fait, vers Moussa Altamari. Oh non, quel but de Moussa Altamari! L'ouverture du Scar Rennes, incroyable! Quelle passe aussi d'Esteban Lepol vers le deuxième poteau, l'ouverture et la reprise. Marco Van Basten, Moussa Altamari. Franchement, il est génial, il est énorme ce but et Rennes climatise d'entrée le Parc OL. Quel but de Moussa Altamari, exceptionnel des Rennais. Près de 6 minutes de jeu, déjà 1-0 pour Rennes ici au Parc OL. Attention, la tête de Yaremchuk. Désolé, l'égalisation lyonnaise, la tête de Roman Yaremchuk dans le dos de l'ami Laïd Boudlal et qui passe devant Lilian Brassier là, entre les deux centraux. Le déplacement d'Yaremchuk est un modèle entre les deux centraux. Malheureusement, le centre de Tolisso aussi est un modèle. De Roman Yaremchuk, le centre magnifique de Corentin Tolisso, un partout entre Rennes et Lyon, ici au Groupama Stadium. Tolisso passe à Brice Samba, c'est parti et c'est au fond. La frappe croisée de Corentin Tolisso. Lyon qui inverse le score grâce à son capitaine Corentin Tolisso. Passeur pour Yaremchuk, buteur à l'instant sur penalty. 42 minutes de jeu, 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. Ce ballon de la profondeur pour Moussa Altamari sur le côté gauche. En position de centre, le Jordanais, il va centre droit. Oui, le ball. Oui, l'égalisation rennaise, signé Esteban Lepol face à son club formateur. Le 19e but de la saison de l'attaquant rennais. Le déplacement de Brel Mbolo, l'intelligence de Brel Mbolo qui vient attaquer le premier ballon, qui laisse passer entre ses jambes sur le centre de Moussa Altamari, qui a encore été bien lancé en profondeur derrière Esteban Lepol qui frappe. Et ça donne de partout. Rennes revient dans le match dès le début de cette deuxième mi-temps. Scénario parfait pour les Rennais grâce à ce but d'Esteban Lepol. Très bon ballon pour Vinicius à l'entrée de la surface rennaise. Pour Morera, le but lyonnais.
Quel match de dingo en tout cas, ce match tient toutes ses promesses, mais malheureusement les Rennais voient Lyon repasser devant. Là il est trop seul, Abner Vinicius à l'entrée de la surface. Il glisse un joli petit ballon pied droit entre deux défenseurs rennais pour Moreira qui ouvre son pied devant Samba et qui redonne l'avantage à l'Olympique Lyonnais. 3-2 pour Lyon après 52 minutes de jeu ici au Groupama Stadium. Pas près, le ballon récupéré par les Lyonnais à l'entrée de la surface. Hendrick dans 16m50, la frappe pied droit, ça passe sous la barre. 4-2, n'importe quoi encore une fois de la part des Rennais. Là c'est Naguida qui a rendu le ballon, Ludovic Blas qui n'attaque pas assez fort, il arrive dans son dos très fort là le Lyonnais. En deux passes on trouve Hendrick dans la surface et clinique Hendrick qui frappe sous la barre. Cette fois Lyon prend un avantage de but qui semble rédhibitoire dans cette rencontre. Il reste un quart d'heure à jouer. 4-2 pour Lyon face à Rennes ici au Parc OL. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Messieurs, dames, je crois qu'on peut dire que ce match, ce résultat en tout cas ne souffre d'aucune contestation. Non, c'était la loi du plus fort hier au Parc OL, Pierre-Yves. Oui, même si le scénario du match nous a fait espérer avec cette superbe ouverture du score, mais effectivement sur le contenu général, le Stade Rennais a été dominé par une équipe beaucoup plus forte qu'elle. Ouais, Lyon a été largement supérieur, largement. Est-ce que le terme est valable? Si, peut-être. Landry, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une bonne entame des Rennais. Le paradoxe, c'est que moi, je les ai trouvés meilleurs, malgré le match et la défaite, je les ai trouvés meilleurs que contre Nantes, par exemple. Ouais. Mais Lyon a retrouvé toutes ses forces, quoi. Si Lyon avait joué avec l'intégralité de son effectif toute la saison, je pense qu'il tutoierait aujourd'hui le Racing Club de Lens. Oui, c'est ça. Je sais que Pierre-Yves, vous l'avez dit dans une autre émission. Ouais, aujourd'hui, non, vous étiez chez nos collègues de Pleine Lucarne, je vous ai entendu dire. Et puis, la même chose il y a quelque chose qui s'est installé là, sur ce match-là de manière irréversible et progressive, mais irréversible. Vous y avez cru quand même un moment dans le match, Jean-Marie, Manon, Jean-Marie? Bah forcément, quand on mène 1-0, on y croit, surtout assez vite. Après, à partir du moment où on a mené, j'ai l'impression que oui, Lyon a commencé à prendre le ballon et puis à pousser, et puis l'égalisation, ça paraissait un peu inéluctable, quoi. Même s'ils n'avaient pas d'énormes situations, il se créait beaucoup de ballons dans la surface. Et le but, on l'a vu arriver. Le regret, c'est peut-être pas réussir à tourner un partout à la mi-temps. On prend ce but directement, enfin ce deuxième dans la foulée. Et on en reparlera de ce deuxième but, notamment sur le péno, bizarre, la couverture. Bon, un petit peu étonnant. C'est plus là le regret, je pense que. Et aussi, pareillement, on aurait réussi à égaliser et peut-être aussi de reprendre le but dans la foulée, le 3-2. Ces deux tournants où peut-être le match aurait été un peu différent. Manon, vous avez cru un moment que Rennes pouvait oui, le deuxième but de Esteban Le Paul redonne un petit peu d'espoir, même si on sentait les Rennais un peu trop naïfs face à ces Lyonnais bien supérieurs. C'était quand même difficile de croire, surtout que à chaque fois Lyon a réussi à renverser immédiatement, donc c'était un peu compliqué avec l'intensité qu'il mettait de renverser ce match. Il y a un terme que vous utilisez qui m'intéresse, c'est naïf. Est-ce que effectivement, on a vu un super spectacle, je ne vais pas dire que c'était le PSG Bayern de la semaine précédente, mais en tout cas on avait deux équipes, on va dire joueuses aussi, comme ce match de Ligue des Champions qui nous a tous ravis. Est-ce que c'était la bonne solution a posteriori? On peut se demander, Pierre-Yves, d'avoir été aussi ouvert, en tout cas pour les Rennais. Ouais, c'est surtout sur des moments clés. À 1-1, il y a corner pour le Stade Rennais. Sur le corner, le Stade Rennais a à nouveau une touche. Et là, il y a un petit moment de trouble. Il doit y avoir une communication beaucoup plus claire pour rapatrier les défenseurs centraux qui sont montés sur le corner. Là, les défenseurs décident sur la touche aussi de rester. Et c'est là qu'il y a le contre-assassin. Effectivement, ça peut permettre à ce moment-là d'espérer peut-être de rejoindre les vestiaires avec un score de parité. Mais ça n'a pas été le cas. Et là, si on doit parler de naïveté sur des moments très ponctuels, oui, en l'occurrence là sur ces deux arrêts, deux phases arrêtées successives, l'équipe doit réagir autrement que ce qu'elle a fait. Allons-y directement sur ce but du 2-1. La faute à qui, Landry? C'est vrai qu'elle est bizarre quand on revoit l'image arrêtée, notamment au moment où Hendrick donne le ballon à Afonso Moreira. Il y a quand même pas mal de Rennais dans la zone, mais il y a personne pour couvrir ce départ. Ça a été l'histoire du week-end parce que c'est le troisième but qui a été. Il y a eu le but de Lens à Nice et puis le but de, je sais plus. Enfin, c'est le troisième retour de corner du week-end, donc c'était peut-être le thème du week-end. Mais souvenez-vous, il y a eu.
je crois que c'est en peu de temps après, Rongier qui sauve in extremis sur ce même type de Avec pratiquement. Hendrick, Oui. qui tacle Hendrick. Et là, parce que on parle de la super but d'Altamari, mais Altamari défend très très mal. Je me demande pourquoi c'est lui d'ailleurs. Mais c'est pas lui normalement qui est censé être là, justement. Donc Ouais. c'est que lui, au moins, il a fait l'effort de revenir, semble-t-il. C'est ce qu'on a. Personne n'a voulu nommer le joueur qui aurait dû être dans cette position de couverture. On croit comprendre que c'est Merlin, quand même. Mais globalement, la Pernia KT, Mata a été très forte face aux deux attaquants rennais. Et donc après, à partir du moment où il y avait cette égalité numérique gagnée par Lyon dans ce domaine-là, il y a eu une supériorité numérique au milieu et Lyon a mangé Rennes au milieu de terrain. Ouais, c'est ça, on a l'impression que le milieu a quand même été en difficulté, Jean-Marie. Ouais, globalement, je trouve qu'ils ont pris le pas là-dessus. Et on sait que c'était un point fort. Et nous, en jouant aussi qu'à 2 milieux de terrain, c'est peut-être aussi là où un choix de Hez aurait pu être un peu plus, on va dire, inspiré. Après, c'est toujours facile après coup. Mbolo était important sur les matchs. On aurait peut-être pu le sortir pour rajouter Simanski, mettre Blas. Après, bon, on sait jamais ce que ça aurait pu donner. En tout cas, les regrets là-dessus aussi, ouais. Ouais, regret de ne pas avoir joué en 4-3-3 maintenant. Oui, aussi. Et puis Rongier, je l'ai trouvé un peu en dessous, contrairement à d'habitude. Et je pense que si Rongier est quand même en dessous, le reste de l'équipe souvent le suit. Et c'est souvent le maillon fort et le cerveau de l'équipe, quand même. Le baromètre, il est pas bon, malheureusement, l'équipe, elle suit un peu. Je pense que lui aussi était en difficulté, donc ça n'a pas aidé. Mais je pense qu'un milieu à 3 aurait peut-être pu aider à se faire moins étouffer au milieu de terrain. D'autant qu'à l'aller, alors c'était pas Francaise à l'époque, mais on avait déjà énormément souffert avant le rouge de Morton quand même, je le rappelle, à domicile, de la supériorité lyonnaise au milieu de terrain. Est-ce que ça aurait pas dû amener ? Et voilà, encore une fois, je le dis, c'est facile à dire a posteriori. On veut pas donner de leçons à Francaise tactique, mais je me tourne vers vous. Effectivement, une fois qu'on a vu le match, est-ce qu'on se dit pas, il y a peut-être un milieu à mettre en plus, Landry ? Après, Rennes est sur une dynamique positive avec une équipe qui fonctionne bien en 4-4-2. Donc je crois que Franck a eu complètement raison de s'appuyer sur ce qui fait la force de l'équipe depuis quelques semaines. Après, le foot, c'est un rapport d'opposition en permanence. Et s'il y a 1-1 à la mi-temps, on n'a peut-être pas ce même constat aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser. Et il y a une semaine... ça aurait pu finir à 1 aussi. Oui, ou même à 2-1 pour Nantes. Voilà, donc il faut toujours prendre du recul par rapport à tout ça. Et sur le système alors, Pierre-Yves, vous, encore une fois a posteriori, justement, on a évidemment le rôle facile dans ce cas-là. Ouais, tout à fait. Là aussi pour débattre de ça. Et nous, en tant qu'entraîneur, on sait que c'est comme ça. Mais justement, le match de Nantes devait apporter déjà une alerte là-dessus. Et puis en jouant Lyon, moi, il me semblait logique, même si effectivement, à travers ce système-là, il y avait une dynamique de résultat sur un match qui est dans la confrontation directe pour espérer éventuellement aller chercher la Ligue des Champions. Il me semblait indispensable de densifier le couloir de jeu central avec un troisième milieu. Et j'ai les stats, je suis allé regarder un petit peu depuis le départ d'Habib Beye, donc il y a aussi le match de Paris dedans, mais sur les 11 matchs qu'a joué le Stade Rennais depuis, il y en a 6 en 4-3-3, 5 en 4-4-2. On voit qu'on est bien plus solide effectivement en 4-3-3, c'est 3 buts encaissés, 12 marqués en 6 matchs pour les Rennais en 4-3-3, donc 3 buts encaissés en 6 matchs, c'est quand même assez impressionnant. En 4-4-2, c'est 9 buts encaissés en 5 matchs quand même, donc ça monte en flèche, et 13 buts marqués, donc on marque un peu plus effectivement en moyenne par match, mais voilà, on voit quand même que sur la solidité, le 4-3-3 est plus solide, et on avait vu aussi face à Lille que face à l'autre gros, on va dire que le Stade Rennais a joué depuis l'arrivée de Francaise, il y avait aussi eu ses soucis au milieu de terrain. Aujourd'hui, 85-90% dans les 5 grands championnats des équipes jouent en 4-3-3. Voilà, c'est le système. C'est le système du moment. Oui, parce que c'est celui qui permet, à mon avis, de mieux occuper le terrain quand on a le ballon, et puis aussi de défendre de manière plus rationnelle quand on l'a perdu. Est-ce que pour vous les rêves de Ligue des Champions s'envolent ? Là je vais vers les supporters. Alors, je ne sais pas si vous rêviez spécialement de Ligue des Champions. Je sais que Jean-Marie rêve de Ligue Conférence, voire de Ligue Europa plutôt. Lui c'est le jeudi, mais est-ce que vous y pensiez peut-être sans doute comme un peu tout le monde ? Oui, mais on avait les moyens, on était à un point derrière Lyon, donc on y pensait. Et puis effectivement on attendait toujours aussi cette saison où on fait 3e sur une saison complète. On avait l'occasion de le faire, donc on peut pas s'interdire de finir plus haut. Il faut toujours que nous, en tant que supporters, on veut qu'on finisse le plus haut possible. Moi, j'adore la Conference League, mais en vrai, la Ligue des Champions, ça permet
aussi d'avoir beaucoup d'entrée d'argent. Si on les investit bien, ça peut permettre de construire, d'attirer des joueurs, et puis aussi de se dire, je pense qu'avec cet argent-là, on peut à minima peut-être finir dans le top 7 sans trop de difficulté la saison d'après, même s'il y a des champions à jouer. Voilà, c'est ce que je me dis. Bon, là, ça va être compliqué. Et oui, je pense que Lyon, il reste Toulouse, je crois, à jouer. Après, on peut passer en Ligue Champion via la 4e place, et Lille est tout près. Ouais, avec ces 2 tours de barrage quand même, pour arriver jusqu'à la phase de place groupe. Handicapante. Ouais, vous n'êtes pas fan de cette 4e place? Après, on va pas cracher dessus, c'est sûr, mais c'est peut-être, on n'a peut-être pas assez de l'effectif au complet à cette période de la saison pour espérer décrocher cette place en phase de groupe. Après, c'est sûr qu'on peut y rêver, mais... Vous y croyez encore, en tout cas, à 2 journées de la fin. Lille est à 2 points, je rappelle. C'est difficile, parce qu'on a quand même une fin de saison avec le PFC qui est en très bonne forme, et l'OM, là-bas, c'est pas toujours évident, surtout si on a... Et on verra dans quel contexte. Voilà, dans quel contexte. Les Marseillais aussi, ils ont un peu envie de foutre le feu à leur stade, apparemment, donc on va voir. On a forcément envie de vivre une saison pleine, avec un stade plein en Ligue des Champions, mais c'est peut-être une année un peu trop précipitée pour espérer quelque chose. C'est vrai qu'il faut aussi se rappeler d'où vient le Stade Rennais. Quand on fait ces constats, la déception peut-être de voir la Ligue des Champions s'envoler, elle est quand même à relativiser grandement, en se rappelant qu'on sort de 2 saisons sans Coupe d'Europe. Et finalement, qu'il y a quand même eu un effectif rebâti qui permet de se retrouver aujourd'hui à la 5e place à 2 journées de la fin. Je pense qu'on aurait tous signé en début de saison. Avec la Coupe du Monde, il ne faut pas oublier que Rennes aura quand même un paquet de joueurs présents à la Coupe du Monde. 3 ou 4 a priori. Simplement. Ouais. Mbolo, Altamari, Sédou, de manière Samba. De manière on verra les Marocains aussi. Les 2 tours de barrage, je ne connais pas les dates des 2 tours de barrage de la Champions League, mais c'est forcément des petites nations que tu rencontres qui, elles, seront complets. Et je ne suis pas sûr que ce soit forcément... Moi, je préférerais sincèrement pour le Stade Rennais une place de qualificatif direct pour la Ligue Europa. Ouais. Parce que un été plus tranquille. Voilà, une bonne préparation pour bien aborder les phases. D'accord, donc vraiment la 4e place, elle Ouais, moi je suis plutôt de cette avis-là aussi. Vous aussi 3 ou 5, c'est bien. Pierre-Yves, vous? Moi, je trouve qu'on peut pas cracher sur non, c'est sûr. Si ça arrive, ça arrive. Mais on peut pas calculer en fait faut finir le plus haut possible sur les matchs. Tu peux pas on savoir. va pas dire celui-là on va faire nul. Il y a pas la marge pour. Il faut aller plus haut, faut être ambitieux. Si on cherche à ajuster le curseur de manière idéale, il faut prendre la place qui va se présenter, si possible la meilleure. Mais là où je vous rejoins, François, c'est par rapport aux 2 saisons précédentes. Aujourd'hui, on parlait de rêve de Ligue des Champions, mais déjà d'être arrivé à cette hypothèse-là, c'est déjà génial. Et savoir qu'aujourd'hui, effectivement, à travers le match d'hier, même si ça reste qu'un match, mais on a vu que dans le rapport de force face à un adversaire qui est dimensionné pour la Ligue des Champions, même s'ils ont eu de gros soucis financiers ces dernières années. Oui, mais ils arrivent à faire Hendrick l'hiver, quoi. Voilà, des équipes qui ont des soucis financiers qui font Hendrick l'hiver. Pas beaucoup, je pense. Non, mais pas avec un tel déficit. C'est là aussi où on peut se poser des questions. Donc, non, là, il faut aller chercher la place la plus élevée possible au niveau du classement. Et surtout, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est que, effectivement, à nouveau, le Stade Rennais soit européen. Voilà, ce sera 2 déjà saisons en une, je trouve. Il y a 2 saisons en une, c'est vrai, parce que même, il y a quelques semaines, imaginez qu'on soit 5e, aussi proche du podium. Pareil, on l'aurait difficilement imaginé quand même, je pense. Avant le départ d'Habib Beye, c'était pas facilement imaginable. C'est vrai. Vous l'aviez pas forcément en tête. Est-ce que ça peut être dur à digérer pour les joueurs quand même, parce que eux, les joueurs, ils sont compétiteurs, comme nous, on a envie de finir haut, et ils s'y voyaient peut-être, en tout cas potentiellement, dans cette Ligue des Champions qui fait quand même rêver tous les joueurs, de se dire là, elle est quand même un peu plus dure à atteindre. Pierre-Yves, Landry. Non, c'est pas fini. Il reste 2 matchs. Là, les joueurs n'ont qu'une hâte. C'est déjà dimanche prochain, à mon avis. Donc, non, au contraire. Les 2 derniers matchs sont toujours les 2 matchs les plus excitants pour avoir vécu ça, parce que déjà, c'est multiplex. Ouais. Bon, il y a ce fameux Nantes-Lens. Tu te demandes pourquoi ce match a lieu le samedi, d'ailleurs. Enfin, bref. Vendredi. Le vendredi, en plus. Et non, c'est toujours 2 journées que les joueurs et l'ensemble des clubs apprécient. Ouais, ça va être un sacré, effectivement, multiplex, 2 sacrés multiplex. On a demandé justement à Esteban Le Pol s'il allait falloir digérer cette défaite et potentiellement voir cette Ligue des Champions qui s'éloigne un petit peu au loin à 2 journées de la fin. Écoutez la réaction du meilleur buteur du championnat de France. On va passer à autre chose en réattaquant la semaine et en se concentrant sur le Paris FC. On va voir ce qui a mal été fait et voilà, c'est aussi simple que ça. On va essayer de corriger ça. C'est pas la mort non plus. On est toujours aux abords de cette qualification. L'objectif du club, c'est d'être européen, donc on est dedans. Donc il n'y a
pas besoin de se mettre le feu non plus et on va se concentrer sur le match du Paris FC. Et voilà. Voilà, il dit en substance ce que venait de dire Landry Chauvin. Juste avant, une petite question sur Le Pol. Est-ce que vous pensez que ça y est, il a en main le titre de meilleur buteur de Ligue 1 4 buts d'avance sur Mason Greenwood à 2 journées de la fin. Oui. Ouais. Pour vous, il n'y a pas de débat, Landry. Non, surtout que le Strasbourgeois s'est blessé. Si Badiashile avait encore été là, bon, il y aurait eu bataille jusqu'au bout, mais là, à mon avis, c'est fait. C'est fait, Jean-Marie. Moi, je pense aussi. Ouais. Ça vous fait plaisir de voir un Rennais meilleur buteur de Ligue 1 Ça faisait un bail. Hein. Depuis Fry, on n'en avait pas vu. C'est vrai. On avait espéré à un moment donné Martin Terrier qui était pas loin de toucher ce top niveau, mais ouais, ça fait plaisir. Ouais, Jean-Marie, pareil. C'est toujours valorisant pour le club, c'est sûr. Il faudra voir aussi s'il ne va pas être attaqué non plus cet été, parce que c'est un titre qui va sans doute attirer quelques convoitises. Ça fait bien pour un club d'avoir le meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce que ça dit quelque chose, je sais pas, d'une organisation de jeu ou de son talent à lui uniquement ? Déjà que le club ne s'est pas trompé en le recrutant. Oui, c'est clair. Et non, mais parce qu'effectivement, vous avez raison, il y avait quelques moqueries cet été sur le prix de la paire Mbolo-Le Pol. Je pense que les personnes qui s'étaient moquées à l'époque... mangent un peu leur chapeau. Ça, c'est déjà une belle chose. Après, je ne connais pas personnellement Esteban Le Pol, mais s'il veut avoir une carrière linéaire comme il a commencé à le faire, je pense que ça passe par une saison avec l'Europe au Stade Rennais. Ouais, effectivement. Refaire une petite saison européenne. Et on verra aussi s'il sera à la Coupe du Monde. Il y avait Guy Stéphane qui était au match. Je pense qu'il est plus près qu'on ne croit, mais je pense qu'il ne sera pas dedans. Voilà. Mais je pense qu'il est pas aussi loin que certains peuvent dire. En tout cas, Guy Stéphane était au match. Est-ce que c'était pour Tolisso ? Est-ce que c'était pour Samba ? Est-ce que c'était pour voir Esteban Le Pol ? Aussi, il était sans doute observé quand même un petit peu par le staff de l'équipe de France. Pour revenir sur le match, la défense a pris l'eau quand même. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Pierre-Yves ? Cette défense, elle a quand même semblé en difficulté sur pas mal de phases. Ouais, alors il y a pour moi 2 aspects dans ce match-là. Sur l'aspect défensif, c'est que face au coup de butoir de Lyon, j'ai trouvé que les 2 lignes fortes, ligne défensive et milieu, le bloc 8 était assez consistant dans sa tenue. Par contre, c'est au contact du bloc, je nous ai trouvé déficient dans l'agressivité au niveau des cadrages. À l'image des centres qu'on concède. Et c'est souvent un peu le souci d'une équipe, c'est quand on recule, on a le sentiment d'être en place, on ferme les intervalles, les espaces, et on oublie l'essentiel, le ballon d'être agressif au cadrage, etc. Sur le centre de Tolisso, par exemple, qui est voilà, le cadre, par exemple. Et puis après, il y a eu aussi sur des phases de progression, à la transition, on a perdu des ballons bêtement sur 2 buts. La remise en une touche, par exemple, de Le Pol, si on joue à une touche, il ne faut pas se tromper à cet endroit-là. Et là, sa remise est défaillante techniquement, et c'est au moment où ses partenaires se libèrent pour être une solution. Et ces distances que ses partenaires ont pris vis-à-vis des adversaires pour être une solution pour Le Pol, se retournent contre eux parce qu'il faut courir après l'adversaire qui a récupéré le ballon. Et vu l'efficacité dans les récupérations hautes à la transition des milieux lyonnais, d'une qualité tactique. Forcément, tu étais en danger. C'est vrai qu'il y a une victoire tactique aussi quand même. Moi, j'ai trouvé que toutes les lignes de passe étaient bloquées. Quasiment les Rennais n'ont pas réussi à sortir les ballons. Il y avait vraiment une organisation lyonnaise qui a annihiler totalement le projet de jeu quasiment du stade, non ? Je vais continuer. Ouais, très intéressant ce que vous dites, François, parce que effectivement, je n'étais pas au stade, mais devant la télé hier soir, il y avait une voie de passage pour moi sur les transitions. Il y en a plein. Mais il n'y avait pas 36. C'est ça le problème, c'est qu'il faut être très lucide. Et je pense que c'était quand on allait en bout de ligne, au-delà de la médiane, on peut faire plein d'arrêts sur image où les défenseurs sont au-delà, lyonnais sont au-delà parfois de la ligne médiane. Et si on touche le joueur en bout de ligne et c'est peut-être là aussi que le 4-3-3 serait justifié avec des milieux pivots qui puissent se projeter dans le couloir de jeu intermédiaire. Honnêtement, c'était la seule voie de passage. Par contre, si elle était exploitée, je pense qu'il y avait des boulevards à exploiter. À l'image même de la prise d'espace de Altamari sur le 2e but. Ce qui sait très bien faire en plus. Il y avait de quoi faire là. Qui a marqué un but splendide, Moussa Altamari. Landry, tactiquement, quand même une victoire de Fonseca, sans que ça remette en cause les qualités de Francaise. Pas forcément, ok, vous pouvez me dire non. Si. Enfin, c'est surtout les Rennais ont été très joueurs, en voulant repartir court. Et le fait qu'il y ait ce surnom au milieu, c'est ce surnom au milieu qui faisait que toutes les lignes étaient coupées. Le Pol n'aurait pas dû, sur certaines phases de jeu, venir renforcer sur les sorties de balles. Ils l'ont fait un peu, mais je trouve que ça aurait pu être plus net. Après, c'est toujours facile de dire ça après, mais
peut-être qu'à un moment donné, il aurait été intéressant de jouer un petit peu plus haut sur un Mbolo en point d'appui avec un Le Paul qui tourne autour pour sauter justement ces trois milieux, parce que le surnombre, c'est lui qui coupait les lignes de passe, ce troisième milieu. Et c'est là où, si on parle de victoire tactique, pourquoi pas, mais les Rennais ont été vraiment pour moi très joueurs. Alors c'est sympa parce que ça donne un match ouvert, mais on a peut-être un peu trop joueurs. Ouais, un peu trop, vous pensez? Parce qu'ils voulaient être très efficaces, aller en verticalité, mais on voyait qu'ils allaient trop vite et les erreurs techniques étaient trop nombreuses, trop pénalisantes. On le voit, Le Paul qui veut faire une touche de balle et c'est là où on prend le but derrière. Après, sur un projet de jeu de long terme, c'est ce qu'on a aimé, le spectacle. Ah oui, à Rennes, le spectacle, mais peut-être plus s'appliquer dans leur passe, le truc tout simple, mais je trouve qu'il y avait trop d'erreurs techniques. Jean-Marie? Au-delà de tous ces aspects tactiques, je veux aussi un peu souligner comment Lyon aussi a pris le match avec beaucoup de vices, où je trouve qu'ils sont passés énormément. Je voulais en parler quand même, parce que franchement, ça m'a beaucoup agacé hier. Vous inquiétez pas, non, mais Tolisso, il a arbitré le match, il a commencé par se dire je vais aller chercher des pénaltys de partout. Bon, le pénalty, il est mérité, hein. Mais ils ont essayé de choper combien de pénaltys pour des non-fautes. Et puis il a un padawan, Khalis Mera, qui est devenu le nouveau Tolisso, qui simule sur des non-situations, ils étaient toujours au sol. Mais après, c'est l'expérience. Mais ils ont voulu un peu arbitrer le match comme ils le souhaitaient, et puis ils ont fait leur match avec beaucoup de vices, donc ça nous a aussi pénalisé. Moi, Tolisso, ce que j'ai dit à l'antenne d'Issy Armorique, et je le redis ici, ça a l'air d'être un humain formidable en dehors du foot. C'est quelqu'un qui prend vraiment du temps, notamment pour les enfants handicapés. Il est touché, je crois, par le sujet dans sa famille, et vraiment, il a un engagement extrêmement sincère à ce niveau-là, avec les enfants même en général. Ça a l'air d'être un mec génial, mais le footeux, une fois qu'il est sur le terrain de foot, on est sur une autre personnalité. Il faut l'avoir dans son équipe. Exactement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vices. Il a même menacé Le Paul. À un moment, je me rappelle, sur l'action où Le Paul vient mettre un coup d'épaule à Mata. Effectivement, quand on est du mauvais côté, c'est toujours frustrant, mais c'est un joueur comme ça, quoi. Il en faut aussi des joueurs comme ça, sans doute, dans une équipe, non, Pierre? On l'a résumé. Ouais, c'est bien de l'avoir avec soi. C'est bien. Landry, sur ce joueur-là, sur le vice des Lyonnais, on l'a vu quand même, on le constate. Moi, ça m'a pas choqué. Ça vous a pas choqué? Non, franchement, non. Je veux dire, c'est le. Non, mais moi, je sais pas. C'est peut-être la récurrence avec Lyon, en fait, où du coup, on l'attend aussi plus. J'ai eu la chance de vivre ces trucs-là à un moment donné, et moi je me souviens toujours de devoir jouer contre le gros Paris Saint-Germain d'Ancelotti, mais quand il y a un Parisien qui était au sol, mais tu as l'intégralité de l'équipe qui vient. Oui, donc ça fait partie du haut niveau, quoi. On doit l'intégrer. Il en a toujours manqué un peu au Stade Rennais. Ça frustre de l'autre côté de l'écran. J'ai l'impression que de temps en temps, en tant que supporter, on a parlé de naïveté tout à l'heure pour les joueurs, mais nous aussi on l'est. Non, mais moi je sais bien pourquoi il le fait. Ils ont raison sur le fond, mais on peut le dire qu'ils sont insupportables. C'est agaçant, oui. C'est ouvrir un autre débat, parce que ce genre d'attitude, par exemple en Angleterre, ne passe pas, ou très très peu. Ouais. Et c'est là au niveau de l'arbitrage français, on va ouvrir un autre débat, mais c'est une marge de progression pour vous. Appliquer les lois du jeu, on n'est pas moins bon, pas meilleur que les autres, mais sur l'esprit du jeu, l'arbitrage français a un gros travail à faire. Oui, et puis il n'y a pas d'erreur arbitrale sur ce match qui coûte. Alors, il y aura le jaune de Samba, mais qui est pas, je veux dire, il y a péno, donc sur le fond, on est d'accord. On reparlera du jaune de Samba, d'ailleurs. Vous me direz si vous pensez qu'il peut prendre jaune, que c'était mérité ou pas. Ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. On va parler des performances individuelles tout de suite, les tops et les flops dans le lundi, c'est Rosie. Les tops et les flops du lundi. Et on va commencer par les flops. Défaite oblige. On a une unanimité en top. Ça, je peux déjà vous l'annoncer. On va démarrer par vos flops, s'il vous plaît. Jean-Marie. Aïd Boutlal. Abdelhamid Aïd Boutlal pour Jean-Marie. Manon. Moi, je vais être plus global, ça va être la défense. La défense, vous avez fait le package entier, vous, Oui, Manon. parce que même s'il y a peut-être une individualité qui ressort, je trouve que quand même c'était global. C'était global. Pour vous, Pierre-Yves. Moi, je vais être discipliné, je vais répondre à la question, je vais prendre un joueur. Et forcément, c'est dans le secteur défensif, ce sera Seydou. Et pour moi également, Alidou Seydou. Landry passe son tour. Comme d'habitude. Je n'aime pas ressortir un joueur d'un Bien sûr, de l'autre. et on va en parler. Vous allez débattre quand même avec nous des joueurs dont on a sûr. parlé. On va commencer par Jean-Marie, qui est le seul à mettre Abdelhamid Aïd Boutlal. C'est vrai que moi j'ai hésité aussi avec Aïd Boutlal. J'ai même hésité avec Rongier aussi, je le dis, qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé un très bon match du capitaine rennais.
Je l'ai trouvé assez tendre dans les duels. J'aurais pu mettre Seydou aussi, mais je trouvais qu'il était plus évident, donc c'était aussi un peu pour varier. Et ouais, j'ai trouvé assez tendre et dans la lignée de son match à Nantes. C'est un super joueur avec une super relance, il a un super potentiel. Et on sent qu'il manque un peu d'expérience et ça nous a coûté. Dans ce match, j'ai pas trouvé patron comme on devrait l'attendre. Il perd ses premiers duels un peu aériens et je pense que derrière il se met un peu dedans. Et voilà, c'est un super joueur, mais voilà, il manquait d'un peu de niaque, je trouve. Mais c'est un peu son profil de jeu aussi. Pierre-Yves, Alidou Seydou. Ouais, donc j'ai donné un nom, mais effectivement, je peux pas le dissocier de l'animation globale et du niveau d'agressivité, du justesse d'intervention du secteur défensif, et notamment la gestion de Aïd Boutlal, enfin l'intervalle Aïd Boutlal-Seydou qui à ce niveau-là, il y avait 20 mètres entre les deux parfois, mais ils sont venus à 20 mètres de leur des but. supériorités à 4 parfois dans cette zone-là, les Lyonnais, et les Rennais n'ont pas su y répondre. Aussi, d'ailleurs, on l'a pas nommé, mais Szymanski est un peu absent aussi défensivement dans cette zone-là où il aurait dû exister. Il n'a pas été le premier filtre non plus. Voilà, donc il y a une accumulation d'attitudes, mais qui donne cette impression au niveau collectif et qui fait qu'à un moment donné, on pointe du doigt un tel ou un tel. Mais il y a une petite déficience là-dessus. Oui. Et alors j'ai une question pour vous, puisqu'on parle d'Abdelhamid Aïd Boutlal et d'Alidou Seydou. Est-ce qu'Anthony Rouault pourrait réintégrer le 11 ? Et moi j'ai une proposition, est-ce que Abdelhamid Aïd Boutlal pourrait pas être déporté sur le côté droit, ou un petit souci quand même je trouve sur le poste d'arrière droit entre Frankowski qui est fréquemment blessé, Naguida qui a pu faire des bonnes perfs mais qui nous fait parfois aussi un peu peur, c'est quand même lui qui perd aussi encore un ballon un petit peu étonnant là, cette passe casse-croûte plein axe sur le but du 4-2 des Lyonnais, Alidou Seydou qui à la fois défensivement et même sur le plan technique a été un peu en dessous. Est-ce que Aïd Boutlal à droite et Rouault qui réintègre l'axe, c'est pas une possibilité pour vous, Landry? Vous vous rappelez, j'avais été un des premiers défenseurs de Lilian Brassier à une de mes premières émissions où j'avais participé parce que je disais qu'il n'était pas du tout protégé et quand il défendait, pour moi... c'est vrai que Seydou n'a pas été protégé sur ce match. Non, absolument pas. Et déjà, les deux attaquants, pour moi, on peut peser sur le plan de la récupération du ballon parce qu'ils étaient rapidement éliminés. Donc forcément, après, tu prends des vagues. Donc dans ces cas-là, plutôt que d'exploiter la largeur, il faut resserrer vers l'intérieur. Mais à un moment donné, de toute manière, ça aurait passé. Après, moi, je pense que il reste 2 matchs, donc c'est pas le moment de faire des essais. Des expérimentations. À partir du moment où Frankowski est blessé, son remplaçant potentiel, c'est Seydou. Il faut insister avec Seydou et puis juste corriger ce qui n'a pas été sur ce match-là. Il reste 2 matchs. Donc je suis d'accord, mais s'il vous recoute, on pourra aussi se dire qu'on a forcé sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si vous mettez un def central latéral droit, et c'est la première fois, et puis qu'on dira mais c'était pas le moment de tenter une expérience. Donc non, pour moi c'est pas le moment de tenter des choses. Qu'est-ce que vous en pensez, les supporters, Manon? C'est vrai que avant que Aïd Boutlal revienne, Rouault et Brassier faisaient une bonne paire, je trouvais. C'était plutôt solide, même si Rouault par le passé on trouvait qu'il était un peu limité. Aïd Boutlal a profité de la suspension, je crois, de Rouault. Ouais, c'est ça. Un match de suspension et Franck Hayes l'a remis titulaire à Aïd Boutlal alors qu'il aurait pu très bien remettre Rouault par la suite. Mais il a préféré remettre le jeune Aïd Boutlal. Mais je trouve que, comme disait Jean-Marie, il est trop tendre. Encore, il manque un peu d'expérience et comme il revenait de blessure, de la canne et de blessure aussi, je crois. La canne surtout. La canne. Je trouve que il est un peu trop tendre encore. Mais même, je trouve qu'au niveau des latéraux, ça reste compliqué depuis plusieurs matchs. Même Quentin Merlin, je trouve que c'est compliqué. Il est en difficulté depuis plusieurs matchs quand même. Effectivement. Bon, voilà. Pierre-Yves, non, mon expérimentation non plus. Je proposais, voilà, j'essaie. Non, mais la question se pose. Après, c'est le timing, comme disait Landry, c'est le timing. Mais effectivement, si tu tentes cette expérience-là et que le central se loupe, donc on va rouvrir un autre débat. Et, voilà. Donc, mais ça, ce sont les choix. Voilà, c'est ça. C'est ça le rôle du coach. Et il n'y en a qu'un qui fait les choix. Il y en a qu'un qui fait les choix, c'est le coach. Mais effectivement, c'est une lourde responsabilité qu'ont les entraîneurs. Et nous, derrière, on en débat. Évidemment, on va passer au top unanime. Donc, c'est Moussa Altamari. Voilà, je le dis. Puis on va directement faire le débat. Déjà, est-ce qu'on peut parler de son but? On n'en a pas parlé dans la première partie d'émission. Là, je me penche vers les techniciens. C'est la sucrerie du soir. C'est extraordinaire.
J'étais prêt à stopper, j'en ai vu assez, c'est bon. C'est bon. Fin du match. Je l'ai comparé, moi, dans le commentaire à Marco Van Basten, ce but célèbre de l'autre côté. Effectivement, Oui. il l'a fait pied gauche, Altamari, mais Van Basten, c'était pied droit face à l'URSS en finale de l'Euro 88. Mais Landry, quel but, Moussa Altamari. Ouais, mais pour moi, c'est le top but. Mais c'est pas forcément le top joueur. Le top joueur. Ok, Parce vous auriez mis Le Paul il est impliqué sur le but. Oui, bien sûr. Non, mais il y a le péno. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il soit unanime aussi. Qu'il soit unanime, moi je l'ai mis en sachant qu'il y a il marque un top but. Il y a la passe D aussi. C'est aussi lui qui est à l'origine du but. C'est dur de ressortir un top vraiment. C'est plus le but en soi. Parce qu'en fait, Moussa Altamari, c'est le joueur qu'on aime et en même temps qui nous agace. Parce qu'il peut faire des super éclairs et puis à côté de ça, faire des très mauvais choix alors qu'il a les qualités pour faire les bons choix. Mais je dirais que c'est un peu comme un poulet sans tête, sans être trop méchante. Mais je trouve qu'il a du mal des fois à bien réfléchir pour faire le bon dernier geste. Jean-Marie, vous me disiez, c'est un mystère. C'est le joueur le plus incroyable, dans le sens, il y a très peu de joueurs sur son profil vraiment capables de faire des actions de ce niveau, des différences, et à la fois aussi des fois louper des choses, des choix. Comme très simple. C'est assez... Bon, après, il apporte beaucoup à l'équipe. Donc, Ouais, c'est Moussa Altamari. C'est devenu un chouchou aussi du Rosenpark, cette peu, sensation. Donc, voilà. Je trouve la différence sur un match comme ça par rapport aux autres, c'est son niveau d'engagement et d'intensité dans ce qu'il fait. Alors il fait pas tout bien, certes. Par contre, il met un but extraordinaire. Donc effectivement, on peut lui faire des griefs à l'image du pénalty concédé. Par contre, il y a une chose sur laquelle on peut pas discuter, c'est son niveau d'engagement. Et sur un match comme celui-là, moi, ça justifie sa position de top. Ouais. Il aurait pu avoir Le Paul, il a aussi un but, une passe D, si on s'attarde juste sur les stats. Tous les deux, ils ont un but, une passe D. Il n'y a pas la même intensité. Il a une grosse erreur quand même. Quand tu mets une volée comme ça, c'est pas une passe. Alors, moi, je suis pas d'accord. Elle est dure. Je suis pas d'accord. Elle est pas simple. Il faut déjà avoir vu le joueur, parce que quand il reçoit le ballon, avoir eu l'œil, qui est vu Moussa Altamari, qui est loin, qui est quand même à 40 mètres, parce que la transversale, il faut la mettre. Alors, elle redescend, elle est un peu haute, mais en même temps, il n'a pas le choix. S'il veut fuir le défenseur, la position du défenseur, je crois que c'est Mata qui doit être pas loin d'Altamari. Sur ce coup-là, il faut bien l'éviter, donc il faut aussi un peu de hauteur, un ballon un peu fuyant. La passe est bien trouvée, mais dans 99% des temps, ça fait pas passe. Ça fait pas but. Ça fait pas but. Mais peut-être qu'à la base, il voulait pas forcément. Là, il y a but. Mais là, il y a but. Parce que Moussa Altamari, voilà, parce que le mystère Moussa Altamari qui nous a mis le but de l'année. Autre chose sur les tops et les flops, messieurs, dames. On a fait le tour. On est bien. Vous êtes prêts à jouer ou pas ? Jamais, moi. Jamais. Vous êtes jamais prêts à jouer. En plus, il y a un. T'es bon, toi ? Genre de quiz. Manon aussi, vous aviez déjà gagné un quiz SRFC. Oui, j'avais déjà gagné. Vous aviez déjà gagné un quiz SRFC, donc vous allez avoir une belle équipe en face de vous. Messieurs les experts, on va jouer tout de suite dans le lundi, c'est rose. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Et en plus, il est un peu dur. Le quiz, je vous avoue que ça m'arrive de les tester sur Fabrice Pinel, entre nous, quand je les écris. Je l'ai testé sur Fabrice Pinel et je l'ai séché sur certaines questions. Donc, si Fabrice sèche... Je préfère vous prévenir. Non, mais il y en a une où je l'ai séché et moi, je ne comprenais pas qui sèche. Mais bon, c'est comme ça, il l'a séché. C'est les buteurs rennais en Coupe d'Europe, le thème. Voilà, je me projette sur une possible nouvelle qualification du Stade Rennais en Coupe d'Europe. Et attention, il y a des balises. C'est des buteurs rennais en Coupe d'Europe à partir des phases de poule. C'est-à-dire que, par exemple, l'Intertoto, je compte pas. Les barrages pour accéder à la Coupe d'Europe, ça c'est arrivé qu'on en joue, que ce soit en Coupe UEFA à l'époque, que ce soit en Conference League. Pareil, ces matchs-là ne comptent pas, donc c'est à partir des phases de poule et dans les matchs à élimination directe, dans les phases finales de Coupe d'Europe pour le Stade Rennais. Vous avez le cadre, c'est bon pour tout le monde ? Ok. C'est parti, première question, vous donnez le nom de l'équipe, vous savez, pour prendre la main et proposer votre réponse. Parmi ces 6 joueurs, je vais vous donner le nom de 6 joueurs du Stade Rennais. Tous ont disputé des matchs de poule au moins en Coupe d'Europe avec Rennes. Un seul n'a jamais marqué avec le Stade Rennais à ce niveau continental. De qui s'agit-il ? Je vous donne les 6 joueurs et après vous aurez le droit de répondre. Loïc Badet, Stéphane Mbia, Jorginho Rutter, Alexander Frey, Serhou Guirassy et Jérémy Morel. Supporter. Frey. Alexander Frey, bonne réponse. Pas marqué, effectivement. Il a marqué en barrage contre Osasuna, on s'en souvient, aller-retour. Alexander Frey, mais il n'a jamais marqué après. Que aller ? Oui, 0-0 au retour. Oui, 0-0 au retour, bien sûr. Que aller pour Alexander Frey. Loïc Badet avait marqué face à Murat, Stéphane Mbia face à Zagreb, Jorginho Rutter face à Séville. Serhou Guirassy en a mis à l'appel, c'est le meilleur buteur européen de l'histoire du Stade Rennais. Et Jérémy Morel avait marqué face à la Lazio.
C'est dur, là je vois Landry qui fait une tête de... Et quand il répond comme ça aussi vite sur Alexander Frey, vous vous dites que le jeu va être long. Non, mais réponse c'est une chose, et après c'est l'enchaînement, c'est ce qui suit. J'ai peine à... C'est ça, il y a eu 0-0. peine à rappeler qui... Vous étiez au stade à l'époque en plus. Non, mais qui de ma propre équipe a marqué à tel match. Alors là, mais c'est piégeux parce que Frey, tu te dis, il a marqué en Coupe d'Europe. Évidemment, c'était ça le piège, mais il n'est pas tombé dedans. Deuxième question, là c'est un format que j'ai pas encore fait. Tour à tour, chaque équipe devra citer un nom. Je vais vous donner un thème, donc il y a plusieurs joueurs qui sont des sur bonnes Ligue 1+. réponses. C'est copié sur Ligue 1+. L'équipe le faisait aussi, j'ai pas inventé effectivement le principe du quiz. Donc je vais vous donner un thème et vous aurez chacun votre tour. Ce seront les supporters qui démarreront puisqu'ils ont pris le premier point, donc c'est eux qui auront la main pour démarrer. Le thème c'est des joueurs qui ont marqué plus d'un but, donc doublé ou triplé dans un match de Coupe d'Europe avec le Stade Rennais, dans un même match de Coupe d'Europe avec le Stade Rennais. Je vous le dis, il y a 5 réponses à trouver, mais la première équipe qui sèche évidemment a perdu. Jean-Marie et Manon, est-ce que vous avez une première réponse? Manon? Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud, évidemment, triplé contre le Milan AC. À vous, messieurs. Je suis sûr que ça va sécher vite. Je vois des têtes... Putain, j'essaie de me rappeler, moi, l'année où je suis adjoint de Pierre Drey aussi, on fait la Coupe d'Europe, non, mais là, putain, là, je suis trop loin, là. Marqué beaucoup de buts cette année. Non. Pierre-Yves, vous voulez tenter quelque chose? C'est plutôt dans les années récentes. D'ailleurs, je vais cadrer. C'est tous dans les 6 années consécutives. Les 5 sont tous dans les 6 années consécutives de Coupe d'Europe du Stade Rennais, entre 2018-2019 et donc... Moi, je voulais tenter Ruther. Et non, Jorginho Ruther n'a marqué qu'un but, c'est un deuxième point pour les supporters. Est-ce que vous en aviez d'autres? J'avais Laborde, là. Laborde triplé contre Vitesse Arnhem. Terrier. Vous aviez les 2 triplés. Terrier n'a jamais marqué. Ah oui, je crois qu'il avait marqué un doublé. Non, je vous donne les autres. Gouiri, chez le Fenerbahçe. Ah là-bas, à Istanbul, doublé d'Amin Gouiri. Ismail Assar à domicile contre Astana en phase de poule de la Ligue Europa 2018-2019. Et l'autre, c'était celui sur lequel Fabrice Pinel a séché, mais que moi j'adore, Joris Gnagnon face à la Lazio. À domicile, Joris Gnagnon qu'on voit ici à l'image, qui avait marqué ce doublé face à la Lazio dans un match dans lequel le club était déjà éliminé. Mais voilà, ce sera que des garçons formés au centre. Il y en a pas mal là. Il y avait une équipe centre de formation. Il y avait Lucas Dacunia qui jouait, Yann Beau, Joris Gnagnon, plein de joueurs que vous avez façonnés un peu. Là. Non, accompagnés à un moment donné. J'aime cette humilité très. Non, c'est vrai, mais c'est la vérité. 2-0 pour les supporters. Troisième question. Parmi les joueurs formés à Rennes uniquement, qui est le meilleur buteur en Coupe d'Europe, avec donc on l'a dit à partir encore une fois des phases de poule. Supporter. Adrien Hunou. Oh, joli, magnifique. Adrien Hunou, 3 buts pour Adrien Hunou. Respect. Est-ce qu'on va vers Fanny C'est pas terminé, on va faire les 2 dernières pour voir si vous allez mettre Fanny, nos experts. 4e question. Parmi ces 6 joueurs, donc encore une fois, je vais vous donner une liste de 6 joueurs, lequel a inscrit le moins de buts européens sous le maillot rennais. Celui qui a le moins marqué parmi ces 6 joueurs. Fabian Rieder, Ibrahim Salah, Karl Toko Ekambi, Arnaud Kalimuendo, Lorenz Assignon. D'ailleurs, on n'a que 5. Parmi ces 5 joueurs. Supporter. Kalimuendo, bonne réponse. Un but en 12 matchs seulement pour Arnaud Kalimuendo avec le Stade Rennais en Coupe d'Europe. C'était pas sa compétition à Kalimuendo. Tous les autres en ont marqué au moins 2. Dernière question, 4-0 pour les supporters. Question difficile celle-ci pour conclure. Tous buteurs avec Rennes en Coupe d'Europe. Quelle est la particularité qui relie les buts de Georges Mandžek contre l'Atlético, de Yildirim face au Maccabi Haïfa, de Ruther face au FC Séville et de Loïc Badé face à Murat. Ils sont tous marqués en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui relie ces 4 buts-là? Expert. But de la tête? Non. C'est pas simple. C'est l'entraîneur, non? Fabrice l'avait trouvé, non. Fabrice l'a trouvé très très vite. Mais bon, c'est Fabrice. C'est Fabrice Pinel. Je vous la donne. Vous tentez quelque chose, Jean-Marie? Alors, qu'est-ce qui relie les buts européens donc, de Georges Mandžek face à l'Atlético, de Bertou Yildirim face au Maccabi Haïfa, de Jorginho Ruther face au FC Séville et de Loïc Badé face à Murat? Non. Oh, c'est un peu nul. Pour moi, ça aurait été un peu nul. Je vous la donne. Et ben, c'est leur seul but de leur carrière au Stade Rennais. Ils n'ont marqué qu'un but avec le Stade Rennais dans leur carrière, pas qu'un but européen, qu'un but tout court. Et donc pour tous, ça a été lors d'un match
un continental, pardon. Georges Mandjek face à l'Atlético. Je pensais qu'il dirait, mais il avait marqué au moins un de plus. Et non. Je pensais aussi, mais il a eu 2 buts refusés. Je pense qu'on a en tête, il y avait un but à Lorient notamment. Voilà, superbe victoire des supporters, mais c'est pas vraiment un Fanny parce qu'ils n'ont pas mis le dernier point. Donc, messieurs, vous en sortez. Non, c'est une victoire éclatante. C'est une victoire éclatante. Que le Stade Rennais s'inspire des supporters. Un petit 4-0 contre le Paris FC. Ouais, exactement. On prendrait. On va parler tout de suite de Brice Samba et du carton jaune reçu à Lyon. Le coup de gueule de la semaine. Oui, coup de gueule, mini coup de gueule, mais en tout cas, on va un petit peu en débattre de ce carton jaune reçu par Samba sur le penalty du 2-1 pour les Lyonnais. Une action où c'est, semble-t-il, en tout cas, El Tamari qui déséquilibre Alfonso Moreira. Mais Monsieur Turpin a décidé, lui, de sanctionner le gardien rennais, un jaune qui lui coûte en l'état sa place au Vélodrome à la 34e journée de Ligue 1. C'était son 5e avertissement de la saison. Un carton rennais que le gardien a du mal à comprendre. On l'écoute et on en débat juste après. C'est ce qu'il me dit que c'est El Tamari qui fait la faute. Je n'ai pas, vous me mettez le jaune alors. Incompréhension, voilà. Franchement, je sais pas si le club va faire appel ou quoi, mais ça fait chier, pardon du mot, mais voilà, parce que moi, je pense qu'on a tous vu sur les images, je fais tout mon possible pour l'éviter, le joueur, mais voilà, je sais pas, il a choisi la facilité en mettant un carton dans le gardien, bon. C'est comme ça, mais j'espère que ça va être revu et ça doit, si on peut me l'enlever, ce serait bien. De loin, on s'est dit que c'était peut-être pour contestation, mais c'est pas du tout ça. Ah non, pas du tout, je conteste pas du tout, je lui demande en fait, je lui dis que j'ai pas touché moi, parce que je crois que je l'ai même pas senti l'attaquant, donc mais bon, il me dit que au départ il me dit Tamari fait faute, après il me dit tous les deux, donc franchement, c'était pas clair. Alors déjà, qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres? Est-ce que c'est une erreur de Clément Turpin ou est-ce que le jaune peut se justifier d'une manière ou d'une autre, Landry? Moi, quand j'ai revu le ralenti, tout de suite, je dis c'est El Tamari qui fait faute hier. Donc, je pense qu'il y a 2 choses. Le pénalty est incontestable. Ah oui, le débat ne porte pas sur le pénalty. Il n'a pas besoin d'aller voir la VAR. Aujourd'hui, par contre, on a vu notamment Tadibou, Nantes, un carton rouge qui a été annulé par la commission de revisionnage de l'arbitrage. Là, je pense que l'intelligence va l'emporter et que le carton sera non pas attribué à Samba, mais à El Tamari. Qui sera suspendu lui aussi. En fait, le truc, c'est que voilà, il faut choisir un suspendu à Marseille entre les deux. Pierre-Yves, pour vous, est-ce que Rennes a une chance de le défendre, cette position que dit André Chauvin, sur un jaune? Je ne suis pas expert en commission de discipline, mais je crois qu'au niveau des règlements, sur le carton jaune... Ils attendaient le rapport de l'arbitre, il nous disait hier soir. Mais je crois que sur un carton jaune, tu ne peux pas intervenir sur un carton jaune. Autant le carton rouge dont parlait Landry, par exemple, on peut... Sur un carton jaune qui fait suspension, il n'y a pas... C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'erreur manifeste. Où est placé l'arbitre? Il peut supposer qu'El Tamari pousse dans le dos l'attaquant. Par contre, ce qui est indéniable, contrairement à ce que dit Brice Samba, il y a contact. Même s'il retient ses mains, il y a contact. Mais est-ce que dû à la charge, il est dû à la charge. Ça, sur l'instant, je ne sais pas si l'arbitre est en capacité de vraiment le voir et de l'analyser rapidement. C'est très difficile, là, ça va vite. Vous en pensez quoi, les supporters? La même chose. Pour moi, c'est plutôt El Tamari qui fait la faute et qui aurait mérité le jaune. Mais en même temps, c'est à la vitesse. Je pense que l'arbitre a du mal à voir qui fait vraiment faute. Et même, il le dit, Samba, que l'arbitre lui a dit j'arrive pas bien à voir. Ce qui est bizarre, c'est que l'arbitre, en tout cas, selon Samba, lui aurait dit c'est El Tamari qui fait faute. En plus. Donc, je pense que. Il y a quand même 2 collègues à lui dans le quart de la VAR. Et je pense que. Benoît Millot, pardon. Il y a pénalty. Je pense qu'il peut prendre un petit peu de temps. Pour qu'on lui dise dans l'oreillette. Mais le jaune, normalement, le VAR ne peut pas intervenir sur les cartons jaunes. Ouais. Selon les règles, en tout cas, écrites du VAR. Mais je suis d'accord que des fois, c'est un peu bête sur ce genre de situation, notamment qu'il y ait ça. Mais a priori, le VAR doit intervenir sur pénalty, pas pénalty, rouge, pas rouge. Qui va savoir que le VAR lui a parlé dans l'oreillette? Bon. Effectivement, vous avez raison. Ils peuvent en discuter. En tout cas, c'est lourd de conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le club doit en tout cas faire appel? Parce que ça veut aussi dire, si effectivement la fédération dit alors après, tu fais appel pour l'un, mais tu condamnes l'autre. Donc c'est pour ça que c'est dur, justement. Le débat est là. C'est après, dur pour Moussa El Tamari. Vous, François, vous voulez revoir une volée au Vélodrome d'El Tamari ou vous voulez voir est-ce que je veux voir encaisser 3 buts au Vélodrome? C'est aussi la question. Ou alors c'est une décision d'Habib Beye comme Malange, je sais pas, non, je plaisante. Mais Habib Beye sera là justement. En plus, il y avait aussi le côté, Brice Samba fait partie quand même de ceux à qui ça s'est le moins bien passé avec Habib Beye, qui pouvait avoir peut-être
un peu de motivation supplémentaire au moment d'aller au Vélodrome. Non, mais vous en pensez quoi? Il vaut mieux que ce soit qui soit suspendu, si c'est la question, Pierre-Yves, selon vous? Tu préfères ton père ou ta mère? Enfin, c'est juste pas Je possible. Je préfère Moussa El Tamari quand même. Vous préférez Moussa El Tamari? Même La Manon se mouille. Même s'il est décisif, je trouve que quand même on a un risque, on a des jeunes gardiens derrière. Je trouve que ça a été un choix compliqué de ne pas prendre un gardien bis avec de l'expérience. Ouais, c'est aussi un des débats sur lequel on va aller. Landry, vous n'êtes pas d'accord? Non. Parce qu'effectivement, on a fait le choix cet hiver mais d'exfiltrer Galon, qui avait envie de partir aujourd'hui. Un certain temps, je suis très à l'aise parce que les jeunes gardiens, il y a 3 qui sont pros, il y a Akabou et Belazouk derrière et Silvestri. C'était quand j'étais directeur de l'académie, on les avait fait signer à l'époque. Le Stade Rennais a choisi de les faire signer pro tous les 3, alors qu'ils sont l'un est né en 2005, l'autre 2006, l'autre 2007. C'est très rare ça. Donc ça veut dire que quelque part il y a un potentiel. Ouais, donc, je dis pas qu'il y a oui, mais par exemple, Silvestri, on a vu à Lens que c'était. En fait, je trouve que c'est dur pour eux de les mettre dans le bain comme ça. Mais souvenez-vous du contexte de Lens, je veux dire, ça s'est passé, à mon avis. Le contexte, il va pas être beaucoup plus simple au Vélodrome. Non, mais là, il est préparé. Le contexte ne sera pas le même, mais je crains plus pour les 11 joueurs qui vont démarrer le match sous le maillot de l'OM à la dernière journée de championnat que pour les Rennais. Et y compris que ce soit un jeune gardien ou Altamari qui soit suspendu et son remplaçant. Je pense que le contexte nous sera favorable, bien qu'il y ait soit Samba, soit Altamari suspendu. Et c'est vrai que je parlais de Samba, mais Altamari aussi, il a des griefs avec Habib Bey, notamment une fois du côté du Vélodrome où ça avait un peu chauffé entre les deux. Donc pareil, Samba peut avoir envie peut avoir cette motivation supplémentaire. Altamari aussi. Jean-Marie, on vous a pas trop entendu. Après Samba aussi, je trouve que c'est dommage, c'est qu'ils se prennent autant de carton jaune pour un gardien, c'est quand même assez problématique. C'est vrai. On en parlait après entre nous avec les mettre confrères aussi ça son débit, parce que c'est quand même pas toujours intelligent. Après, je préfère voir Samba parce que il me sécurise quand même. Silvestri, j'ai quand même peur qu'avec l'enjeu, la pression, le gardien, c'est quand même un poste très très compliqué. Et Altamari nous manquera dans la profondeur parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il est très très important. Au choix, je dirais Samba. Donc Samba suspendu ou Samba non, je préférais qu'il soit présent. Ouais. Samba présent. Ouais. Ok. Donc Samba. Oui, Samba aussi. Samba aussi. J'ai peur pour le jeune gardien. Vous ne pouvez pas choisir entre votre mère ou votre père. Il y a un effectif qui a été construit. Donc, je veux dire, oui, Samba aurait pu être blessé. Ça veut dire que le Stade Rennais a complètement confiance dans Mathis Silvestri. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça pour moi. Très bien. Et on verra d'ailleurs, en fait, on n'a jamais posé la question à Francaise de si son deuxième gardien à lui était Mathis Silvestri, parce que c'était le deuxième gardien dans l'esprit d'Habib Bey. Est-ce que la hiérarchie est la même? La question se posera. En tout cas, un jeune de lancer, un jeune, je trouve ça un peu risqué. Je dis pas qu'il a pas le potentiel ni le niveau, mais je trouve que le contexte pour lui n'est pas évident. Après, pour lui, c'est aussi l'occasion de relancer entre guillemets sa carrière. Il aura une deuxième chance aussi. Faut savoir la saisir parce que les jeunes gardiens, pour réussir sa carrière, il faut réussir les premières et deuxièmes chances si vous en avez une, mais ça se joue à pas grand-chose souvent pour les jeunes gardiens. Il y a un titulaire qui est suspendu ou qui est blessé. Il faut être là au bon moment. On va parler du Paris FC maintenant, ce sera avant Marseille, c'est dimanche. Prochain match juste à Stade Rennais. Les enjeux du prochain match dans le lundi c'est Rosy. Ce sera 21h au Roazhon Park, avant-dernière journée de Ligue 1. Une seule défaite sur les 9 matchs dirigés par Antoine Comboire. Et pour le Paris FC, il y a pas mal de matchs nuls dans le lot quand même. Mais ils sortent d'une victoire brillante face à Brest, 4-0. Ils ont mis aussi un petit 4-1 à Monaco il y a quelques semaines quand même. Les joueurs du PFC, à l'extérieur, c'est 3 nuls, une victoire. De quoi faut-il se méfier dans cette équipe parisienne, messieurs? Pierre-Yves David. Le fait que c'est une équipe complètement libérée. Plus rien à craindre. Plus rien à espérer, juste à prendre les matchs comme ils viennent, se faire plaisir, et à l'image de ce qu'ils ont fait contre Brest, même si visiblement Brest a eu du mal à exister, et n'a pas fait un gros match. Un peu en vacances, on dirait aussi. Voilà. Mais eux aussi, ils n'avaient rien à craindre, rien à espérer. Donc c'est soit on a une attitude à la brestoise, malheureusement, là, comme à Paris, où on rencontre une équipe qui va être tout feu, tout flamme, juste prendre du plaisir sur les 2 dernières journées de championnat. Landry. Moi, je trouve qu'on aime ou on n'aime pas le personnage, mais je trouve qu'Antoine Comboire était très très bon dans la gestion de son effectif depuis quelques matchs parce qu'il a su concerner tout le monde. Rappelez-vous, quand ils vont jouer à Metz, il change pratiquement tout le monde et ça marche. Donc maintenant, tout le monde sait que quelle que soit l'équipe alignée, elle sera performante et compétitive. Et ça, c'est une vraie force pour aborder les 2 derniers matchs. Donc
j'espère que ça donnera un match très ouvert en tout cas. Il a ressuscité Moses Simon aussi, qui était l'ombre de lui-même. Ouais, mais il a mis Immobilier, après c'est Goebbels, ça pose aucun problème. Hier, il y a Iconé qui a été très intéressant. Non, ils font vraiment des choses intéressantes. Il y a le petit Auxerrois, l'ancien Auxerrois qui était, il y a vraiment une équipe cohérente. Qu'on a eu au Stade Non, c'est une autre famille. Notre branche des Matondo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un match piège quand même, non? Qui attend le Stade Rennais? Oui, il me faisait plus peur que celui contre Lyon. Ouais? Oui. Il vous faisait déjà plus peur avant qu'on aille à Lyon? Oui. Parce qu'on voit que c'est une équipe libérée. Donc votre peur est encore plus grande après la défaite contre Lyon. Après la défaite contre Lyon, ça fait encore plus peur. Après, je me dis, le contexte, dernier match à domicile, avec un public, j'imagine, en feu, qui voudra décrocher cette place qualificative. Puis selon les résultats aussi des autres équipes qui pourront nous permettre d'accéder au moins à la 6e place. Donc je pense que ça va être un match avec haute intensité et peut-être un match plus ouvert que précédemment. Ouais, là, il était bien ouvert le dernier. Oui, très encore ouvert, plus ouvert, mais là, je pense... On va voir ce que ça va donner, Jean-Marie. Pareil, ça me fait peur aussi parce qu'en plus on a des difficultés à domicile. Mais bon, on va espérer que ça tourne bien et c'est peut-être, on peut être quasiment sûr d'être européen. Enfin, c'est la question que j'allais vous demander. Ouais. Est-ce qu'une victoire garantit l'Europe pour techniquement? Ça dépendra du résultat de Monaco-Lille parce que si Monaco gagne, ça leur met vraiment dans le jeu aussi. Donc, de Marseille au Havre aussi. Ouais, donc, si on gagne avec Marseille, Père au Havre, on est européen. Enfin, même si on fait mieux que Marseille, si on fait un meilleur résultat que Marseille, on est européen, en gros. Et Lille fasse au moins un nul à Monaco aussi et qu'on gagne. Très bien. Donc la victoire... potentiellement en européen, c'est ça, il faudra surveiller Marseille, c'est un petit peu l'enjeu un bon match, en parallèle, messieurs. C'est ça l'enjeu de ce match. Ouais, mais c'est bien parce que ça joue partout, quoi. Ouais. Le seul club qui sera peut-être condamné avant dimanche, c'est nos voisins nantais parce qu'ils jouent en avance et même parce qu'en cas même un nul les condamnerait. Donc, mais sinon pour le reste c'est sympa en tant que moi observateur, ça donne des journées à enjeu, c'est génial. Ouais, un bel enjeu. On est d'accord, l'Europe en cas de victoire ou pas tout à fait. Il faut se méfier peut-être de ces... Je suis intimement persuadé que le club sera européen. Déjà, après, dans l'histoire des derniers jours de championnat, voilà. Mais oui, le Stade Rennais sera européen. Très bien. Bon, merci beaucoup, messieurs, dames. Merci Pierre-Yves David. Merci Landry Chauvin. Merci Jean-Marie. Merci Manon. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode du lundi. C'est Rosie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ici Armorique 100% Stade Rennais pour rater aucun contenu. On aura des choses un peu différentes qui vont arriver, notamment pendant l'été. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain pour débriefer justement ce Stade Rennais Paris FC.